de contrôler l'Afrique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un problème, on ne doit pas voir l'homme blanc. L'homme blanc doit toujours sortir blanc comme neige. Que jamais on ne l'accuse. Il faut toujours que le blanc paraisse comme étant le civilisateur, le sauveur. Et que toute la honte, toute la saleté soit portée par des Africains. J'ai suivi une émission. Cette émission m'a vraiment motivé. Cette émission a changé ma manière de voir les choses. Je sais, au Congo, il y a un homme qu'on appelle Thomas Louaka. Thomas Louaka, au Congo, on l'appelle « Je connais le Congo ». On l'appelle comme ça, « Je connais le Congo ». De Gaulle estime que, non, moi je viens maintenant avec une nouvelle idée de la grandeur de la France. J'ai un autre concept de l'empire. Moi je veux me démarquer du vieil empire colonial là. Hein? Et la France, les gens oublient que le Gabon a été même un territoire d'outre-mer. C'est-à-dire l'étape intermédiaire entre l'indépendance gabonaise et avant là, c'est que ça a été un territoire d'outre-mer. Avec que jusqu'à aujourd'hui, en secret. Hein, la politisation de la politique de la France, c'est que la politique de la France est en train de faire ici en Afrique. Et vous n'annulez pas une telle domination comme ça d'un trait de la main, comme le fait le Tintin de l'Élysée. Il s'assoit et dit, je déclare la fin de la France-Afrique. En fait, il ment. Il ment. Il a un autre projet et on verra que lui, il est dans un autre rêve, une espèce de néo-gaullisme qu'il va incarner, mais dont il n'a pas le ressort parce que les conditions du monde ont totalement changé. La France veut toujours s'opposer en Afrique. La France elle-même ne peut pas grandir, ne peut pas aller loin sans ses colonies. La France aura toujours besoin de mettre, de mettre ses empreintes, de mettre ses colonnes ici en Afrique pour vivre. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées. Très heureux de vous retrouver chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans votre chaîne KTJ News Monde. C'est moi, votre frère Jacques Nkana. Je viens à chaque moment afin de réveiller la conscience de l'être africain, afin de réveiller la conscience de l'homme africain, afin de dire aux hommes, aux Africains, que nous ne sommes pas une malchance, nous ne sommes pas une malédiction pour le monde. Les réveiller personnels dans la collectivité. Moi, votre frère, je suis en train de mettre ma contribution au changement et à la restauration de mon Afrique. Je crois qu'avec Dieu, l'Afrique va changer. Je crois que nos enfants auront fiers de nous. Je crois qu'il arrivera un moment auquel nous serons en train, nous les Africains, en train d'exploiter, en train de travailler nos richesses nous-mêmes. Il y a un temps pour toutes choses et ce temps, c'est le temps de changement pour l'Afrique. C'est le temps de la restauration parce qu'un Afrique fort et puissant est en train de venir bientôt. Ça passera exactement si toi tu viens avec ta pierre, tu viens avec ta contribution pour le changement de l'Afrique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais présenter un peu mes sincères salutations, à mes aînés. Je citerai les noms de Sakumou Kassa, je citerai les noms de Didi Bipumba, je citerai les noms de Alain Foka. Ce sont les noms, j'aimerais juste vous dire que dans ces temps que nous sommes, nous voulons voir les jeunes et le président africain qui n'auront plus peur des colonies, qui n'auront plus peur de ces blancs, de ces Français qui sont en train de diminuer la capacité et la force de l'Afrique. Nous voulons voir les présidents qui seront forts, qui susciteront réellement ces désirs, cette puissance, la capacité aux Africains, afin que l'Afrique puisse changer. Mesdames et messieurs, j'ai suivi une émission. Cette émission m'a vraiment motivé. Cette émission a changé ma manière de voir les choses. Je sais, au Congo, il y a un homme qu'on appelle Thomas Louaka. Thomas Louaka, au Congo, on l'appelle « Je connais le Congo ». On l'appelle comme ça, « Je connais le Congo ». Mais moi, j'aimerais que nous puissions un peu appeler ce monsieur, ce président Banda Kani. J'aimerais que nous puissions l'appeler « Je connais l'Afrique ». L'émission avec cet homme, l'émission avec ce président, Banda Kani a un peu suscité les choses dans mon esprit, a changé ma façon de voir. Cet homme, il est en train de dégager une sagesse, il est en train de dégager la richesse. Et je demanderai au président africain, essayons un peu de copier l'attitude
l'attitude de Banda Kani, essaie un peu de copier son attitude vis-à-vis de l'Afrique. Vous savez, comme l'intitulé de cette émission, la France ne peut pas vivre en dehors de ses colonies. La France veut toujours s'opposer en Afrique. La France elle-même ne peut pas grandir, ne peut pas aller loin sans ses colonies. La France aura toujours besoin de mettre, de mettre ses empreintes, de mettre ses colonnes ici en Afrique pour vivre. Pourquoi? Parce que l'Europe est déjà puissante. Et les yeux de la France est tombé vers l'Afrique. Juste avant l'indépendance et après l'indépendance, nous sommes en train de subir les mêmes choses. Et les gens qui sont derrière ces choses-là, ce sont la France. Quand je parle de la France, je ne parle pas de la France en général, je parle de la politique, la politisation, de la politique de la France. Ce que la politique de la France est en train de faire ici en Afrique. Nous savons le français en Dixie. La France ne veut pas libérer l'Afrique. La France ne veut pas enlever les regards aux yeux de l'Afrique. Et tout au long de cette émission, vous allez découvrir tant de choses par rapport à ce que le président Banda Kani a dit. Connectez-vous, prenez vos chaises, installez-vous et suivez cet élément. Les vichistes, les capitulards. Oui, les vichistes. Vous savez que les vichistes ont des pieds en Afrique. Ils ont un pied à Dakar. Ils ont les pieds en Afrique du Nord. Ils ont des pieds en Afrique du Nord. Jusqu'à l'Afrique centrale. Les vichistes. Justin Gauss. Et De Gaulle, qui depuis son départ à Londres, fait appel à la renaissance de la France. Une nouvelle France. C'est-à-dire que dans les colonies africaines, ça va se traduire par un choc. Vous avez des colons endurcis qui considèrent que désormais il faut faire comme Léopold II. À savoir, Léopold II décide à un moment donné que Congo belge, qui est sa propriété, va devenir indépendant. Il demande ça. Et on va créer l'association internationale du Congo, qui reconnaît que le Congo là est indépendant, sauf que c'est l'indépendant parce que ça appartient à Léopold II. Et il appelle donc ses collègues voleurs, parce qu'il a peur que c'est trop gros pour lui, certainement il va attirer des appétits. Il décide que bon, au lieu qu'on vienne m'agresser, autant que je partage, j'anticipe. Il va faire donc du Congo une entreprise avec un conseil d'administration. Lui, il est l'actionnaire majoritaire, il appelle les Américains, il appelle tous ces gens-là pour rester tranquille. Ce Congo-là est indépendant sous le nom de Association internationale du Congo. Congo, c'est deux indépendances. Mais ce projet José Ngos, la plupart des colonies françaises vont le vivre d'une manière directe ou indirecte. Au Cameroun, par exemple, les ojulatistes veulent justement que le Cameroun soit indépendant, mais en tant que leur propriété. Un peu ce modèle de l'Afrique du Sud, là. C'est-à-dire un peu comme étant leur propriété. Et ces colons-là relèvent de la vieille France qui est en train de mourir avec Pétain, le pétainisme. Ils espèrent que bon, il l'est battu, ils vont revenir. Vous avez une autre France, de nouvelles élites françaises, la nouvelle France qui émerge à la faveur des deux guerres, à la suite des deux guerres mondiales, dont l'issue va imposer des changements extraordinaires. L'Allemand finissant, l'Allemand battu, l'Allemagne va tomber aussi avec la vieille France pétainiste, qui est présente à gérer à Marseille. Vous expliquez ça. Vous ne comprenez pas ça sans fouiller dans les tréfonds de la guerre d'Algérie. Il va voir les colonels comme les Soustelles, tous ces gars-là qui vont chercher à faire le coup d'État. Il va appeler ça un carteron de généraux là. Ces carterons de généraux, c'est quoi? C'est des gens qui étaient attachés à l'Algérie française. On ne bouge pas. Ce clivage n'est pas seulement en Algérie. Au Cameroun, vous avez ça. Et ailleurs, c'est ça la conférence de Brazzaville. De Gaulle estime que, non, moi je viens maintenant avec une nouvelle idée de la grandeur de la France. J'ai un autre concept de l'empire. Moi je veux me démarquer du vieil empire colonial là. Moi je veux un empire, certes qui va préserver les acquis de la colonisation, mais sur la forme de la néocolonisation. Il va appeler ça, il va concevoir ça la conférence de Brazzaville et elle dit que quoi, on appelle ça. Il y a un nom là il va donner un nom là. Elle dit la France et la grande France et ses colonies dans une sorte de fédération, Elle dit d'une grande fédération unissant la France et ses colonies. Il va dessiner tout ça à Brazzaville. Mais en disant tout ça pour construire la grandeur de la France, préserver l'intérêt de la France. L'honneur de la France. Tout ça doit se faire sur les auspices de la France. Eh bien, Jocelyn Goss, pour gérer tout ça, il va inventer la France-Afrique. Il va l'inventer. Mais si vous laissez
Si vous analysez la France-Afrique seulement du point de vue de sa naissance, sous De Gaulle, vous le comprenez par l'autre versant que je suis en train de vous dire, à savoir que la France ne peut pas vivre repliée sur elle-même. Elle ne peut pas vivre sans se pencher dehors. Et comme elle ne peut pas se pencher en Europe, la nostalgie de Napoléon, de l'Europe napoléonienne, dominée par la France, ce n'est qu'une nostalgie. Mais la réalité, c'est que la France a dominé l'Afrique jusqu'à présent. Donc, penser que la France peut vivre en dehors de ses colonies, c'est tuer la France. C'est pour ça que l'approfondissement de la Centrafrique s'impose à nous. Pour bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il faut donc remonter plus loin sous Napoléon et rétablir l'esclavage. Alors que l'esclavage a été aboli, lui le rétablit. La France domine toute l'Europe. Et vous n'annulez pas une telle domination comme ça d'un trait de la main, comme le fait le Tintin de l'Élysée. Il s'assoit et dit, je déclare la fin de la France-Afrique. En fait, il ment. Il ment. Il a un autre projet. Et on verra que lui, il est dans un autre rêve, une espèce de néo-gaullisme qu'il veut incarner, mais dont il n'a pas le ressort parce que les conditions du monde ont totalement changé. Donc, De Gaulle donc récupère, crée la France-Afrique, n'est-ce pas, ça dans sa version moderne, dans sa version que je qualifierais de post-napoléonienne, de Napoléon Bonaparte, de cette grandeur, cette idée de la grandeur de la France impériale là, c'est ça que je vais dire. De Gaulle reprend ça en son compte, mais sur de nouveaux offices. Il a le nouveau parrain, il y a Rothschild, avec qui il a fait un pacte à Londres, un nouveau parrain, qui vont mettre la France dans leur poche. Ça, les gens ne le voient pas. Quand nous parlons de la France-Afrique, nous parlons des accords secrets de coopération. Nous parlons des sociétés secrètes, des loges, etc. Mais qui parle des Rothschild? Pas grand monde. Très peu de gens savent que le patron, le propriétaire du franc CFA, c'est Rothschild. C'est-à-dire que si nous voulons débattre du franc CFA, de sa dévolution future, entre guillemets, mais l'interlocuteur que nous devons affronter, ce sont les Rothschild. Les gens ne savent pas que De Gaulle est un fils de Rothschild, que Pompidou, c'est un enfant de Rothschild, que Giscard d'Estaing, ce sont les Rothschild, que Mitterrand, ce sont les Rothschild, que Hollande, Chirac, que toute la classe politique française, depuis De Gaulle jusqu'à Macron, ce sont les enfants de Rothschild. Donc, quand on parle de ça, il faut étudier les vrais parrains, les Rothschild, et leur emprise sur le monde. Vous allez voir que donc, il faut donc déplacer la réflexion. Une fois qu'on a fini avec les accords, c'est que les coopérations, etc., il faut maintenant remonter très loin. C'est le système financier international qu'il faut étudier pour affronter et renverser. C'est la géopolitique mondiale mise en œuvre par les grandes familles, les familles financières, qu'il faut affronter et renverser. Vous allez comprendre pourquoi Macron veut à tout prix se présenter pour celui qui a mis fin à la France-Afrique, mais pour créer pour lui. Tout à l'heure, je vous dirai quelle France-Afrique lui il est en train de vouloir créer. Et qu'il a le même problème que De Gaulle. C'est-à-dire que la vieille France, qui entre en conflit avec De Gaulle pour dire que, monsieur, nous les pétainistes, toi tu es un faux libérateur, nous on te connaît. Tu avais déserté quand la Première Guerre mondiale a commencé. Et tu reviens ici au relieu d'un principe que tu ne mérites pas. Tu t'es présenté en décolonisateur. Cette vieille fracture-là continue à travers la France jusqu'aujourd'hui. Les affaires d'extrême droite, tout ça, vous croyez que c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, ça continue à travers la France jusqu'aujourd'hui. Donc, vous allez voir que le même clivage est en train de rattraper le Tintin de l'Élysée qui veut jouer au réformateur sans avoir les moyens. Sans avoir les moyens. De Gaulle, donc, quelles sont les bases même fondamentales de cette France-Afrique? On verra cette affaire-là rapidement. C'est-à-dire que le principe est simple. Fabriquer de faux interlocuteurs et les présenter comme étant représentants, entre guillemets, des indigènes. Des populations africaines qu'on a indigénisées, des faux interlocuteurs. Deuxième loi fondamentale, mettre en place les faux présidents, des faux présidents. Leur mission est de servir de bouc émissaire. Les faux présidents étant la figure visible de tout le système, de tout le sous-système qu'on va appeler le régime politique gouvernant de la néocolonie, y compris le système économique qui est en vogue, le système éducatif qui est en vogue, le système culturel qui est en vogue, le système religieux et spirituel qui a cours là-bas, jusqu'au système familial. Parce que les gens ne savent pas que même les familles telles que cela-là, nos familles sont des familles qui reproduisent la France-Afrique. Les gens ne le savent pas. Par exemple, tant qu'on ne mettra pas en cause le code civil napoléonien, mais nous sommes directement en train de... Je ne sais pas que le code civil que nous avons là, c'est Napoléon, hein. On l'appelle le code Napoléon. Tant qu'on ne va pas réfléchir, regardez ça très bien là, c'est pas les accords secrets de coopération. Vous avez là, chaque fois que vous allez devant un maire, par exemple,
Il vous lit le droit napoléonien, il vous dit, je vous unis pour le meilleur et pour le pays. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Vous allez comprendre quelles étaient les allégeances spirituelles de Napoléon. Quelles étaient ces allégeances mystico-spirituelles quand il écrit ce code-là? Et qu'est-ce que nous faisons quand nous reprenons ça chez nous pour célébrer les mariages, pour célébrer la nuptialité, etc. les consorts? Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, je ne suis pas un nihiliste, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ont volées chez nous. Mais une réflexion s'impose. C'est de la France-Afrique qu'il s'agit. La manière de concevoir le territoire chez nous, le territoire, en tout cas la territoriale. Même l'idée des mairies, on a pris ça où? La mairie, on a pris ça où? Au Cameroun, on parle de décentralisation là. Cette décentralisation est encore même d'essence néocoloniale quand vous l'analysez. Même s'il constitue un progrès. C'est d'essence néocoloniale. Donc la France-Afrique là, c'est pas seulement de dire que on change, on en finit avec les accords, c'est que les coopérations. Non, c'est plus profond. Donc, je salue une fois de plus la pertinence de tes thèmes que tu nous proposes. Permet d'approfondir les éléments. Donc, De Gaulle, ces différentes fonctions-là qui donnent à la France-Afrique, lui permettent de contrôler l'Afrique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aurait un problème, on ne doit pas voir l'homme blanc. L'homme blanc doit toujours sortir blanc comme neige. Que jamais on ne l'accuse. Il faut toujours que le blanc paraisse comme étant le civilisateur, le sauveur. Et que toute la honte, toute la saleté soit portée par des Africains. Alors, on fabriquera la France-Afrique. France-Afrique, c'est aussi là de fabriquer les Ouattara et de les renouveler. De fabriquer les Macky Sall et de les renouveler. C'est ça la France-Afrique. Pour que le colon ne soit jamais vu. Qu'il ne soit pas le problème. Et que la guerre des nègres s'active davantage et qu'on s'entretue entre nous. Par exemple, aujourd'hui, au Burkina Faso. Non, voilà pas la France. C'est les nègres qui sont en train de s'entretuer entre eux. Ce qui est d'ailleurs très vrai en apparence. Mais quand vous fouillez le fond, vous allez voir que c'est une constitution. C'était ça le génie de De Gaulle. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, que le blanc soit exposé en première ligne. C'est les présidents, les faussaires là, qui doivent porter le fardeau. Mais vous vous acharnez sur les présidents actuels. Mais vous oubliez que tous les meilleurs présidents qu'on aurait pu avoir, qui les a tués? C'est vrai. Et pourquoi on les a tués? J'ai pour habitude de dire toujours que, aux Français, si on avait tué De Gaulle alors, et ils se vanteraient de qui? Si on avait tué De Gaulle, ils n'auraient que Pétain. Mais ils ont tué nos génies qui sont plus que De Gaulle. Ils les ont tués. Qui peut dire que le Cameroun aurait été avec les Wandji et les Moumiers comme chef d'État? En nous imposant Ahidjo. Mais la France a fait un coup terrible. On subit encore ça jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez seulement du Cameroun. De Gaulle va donc fabriquer des interlocuteurs historiques pour l'accompagner. Houphouët-Boigny. Hassan II. On a fait des noms. Omar Bongo. Merci. Il y a des bas. Et il y a des Gnassingbé. Léopold Sédar Senghor. Blaise Ndiaye. L'ennemi des panafricanistes. Il est traqué partout pour le compte de la France. Ndiaye. Tous les hommes politiques sénégalais sont les descendants de Blaise Ndiaye. Il dit bien tous. Tous, il dit bien tous. Je n'ai pas dit ça avec ça. Il dit tous. On se comprend quand il parle comme ça. Ils sont tous dans la filiation de Blaise Ndiaye, le Slengos. Alors, Ahidjo, lui, alors on me dit, oui, président, mais que dis-tu d'Ahidjo? Il me dit, il était comme ça, il était comme eux. Mais sauf qu'au Cameroun, il n'avait pas les moyens de faire. Parce que l'UPC a tellement marqué les esprits qu'Ahidjo n'avait pas le choix. Même mort, l'UPC a continué à hanter Ahidjo. Au point qu'il a été obligé de singer le programme de l'UPC pour respirer un peu. Pour respirer un peu. Il a été obligé de singer. Or, vous allez en Côte d'Ivoire, Houphouët, son cœur est grand parce que Houphouët, auparavant, était leader du Rassemblement démocratique africain, RDA. Et un vice-président Oumyobé. Alors Mitterrand va, entre autres, recruter Houphouët pour en faire la pierre angulaire, entre autres, de la France-Afrique. Et la condition était qu'il saccage le RDA, qu'il rompe avec Oumyobé les Wandji. La chute de l'Afrique a commencé là. La chute de l'Afrique post-indépendance a commencé là. C'était l'acte fondateur de cette haute trahison. Et la Côte d'Ivoire est en train de payer ça jusqu'aujourd'hui. Houphouët-Boigny. Donc, c'est pas la même chose. Un Bongo. Il n'y a pas eu de guerre de libération au Gabon. Il n'y a pas. Qu'il y a eu des résistants, des chefs traditionnels gabonais qui ont résisté. Oui, il y en a, même 6, même 7, même 8, il y en a. Mais Liomba appelait De Gaulle papa. Papa. Liomba. Hein? Et la France, les gens oublient que le Gabon a été même territoire d'outre-mer.
C'est-à-dire l'étape intermédiaire entre l'indépendance gabonaise et avant là, c'est que c'est un territoire d'outre-mer. Avec que jusqu'à aujourd'hui, en secret, le Gabon reste un territoire d'outre-mer français. Omar Bongo était chargé de gérer ça. Un autre pilier de la France-Afrique, autour du système ELF, le pétrole. Il a fait ELF. Tout ça a tourné autour du pétrole ELF. Une entreprise créée par De Gaulle pour financer la France-Afrique. C'est-à-dire donner les moyens à De Gaulle de régner, en s'assurant que ces moyens échappent à toute la comptabilité officielle de la France. Ça a marché jusqu'à un certain temps. De Gaulle est mort, ça a marché jusqu'à un certain temps. Alors aujourd'hui, donc, il y a le choc d'une seconde indépendance. Et on va nous faire la même chose. Et la conférence de Brazzaville, version 2000, version 2022. Montpellier. Vous êtes ingénieur. Tu appelles ça le sommeil. Le sommeil, c'est le sommeil de Montpellier. C'est la conférence de Brazzaville. On recherche encore de nouveaux interlocuteurs. Très bien. Très bien. Avec Achille Mbembe et sa cohorte. C'est-à-dire que M. Macron voulait faire comme De Gaulle. Se présenter comme celui qui achève la France-Afrique. Et il revêtit la grandeur de Gaulle. Mais il est tellement minable. Ça vous choque, hein? De Gaulle avait même plus d'envergure. De Gaulle avait même une certaine envergure par rapport au Tintin là. De Gaulle avait une certaine envergure. Il oublie qu'on est au XXe siècle, on est au XXIe siècle. Qui a la nouvelle technologie de la communication. Le monde est plus ouvert. Dès les années 44, l'horizon c'était la France. De Gaulle pouvait fanfaronner, pouvait tuer, faire ce qu'il veut, qui allait voir. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, au XXIe siècle, vous pouvez pas faire ça. Oh, Macron, lui, il oublie qu'on est au XXIe siècle. Il veut se présenter en celui qui réforme la France-Afrique, qui met fin à ça avec sa bouche, alors qu'en réalité, il est pire. Quel est le projet de Macron? Il veut enterrer la vieille France-Afrique parce qu'il a le même problème que De Gaulle. Hier, De Gaulle devait affronter la France coloniale nostalgique. Macron, lui, il est en train d'affronter la France africaine nostalgique. C'est ça, les Juppé, les Sarkozy, les Chirac, les Hollande, toute la vieille classe politique française. Macron, lui, les Rothschild lui ont dit que les données ont changé, il faut qu'on s'adapte, tout en conservant nos intérêts. Adaptons-nous, remettons une nouvelle peinture sur la France-Afrique. Voilà la mission de M. Macron. Cette nouvelle peinture, c'est quoi? C'est la lutte contre le climat. La lutte contre le climat, c'est la réforme de l'architecture financière du monde mondial. Vous voyez, l'autre chat derrière, c'est les gros fonds qu'on met en place pour financer les infrastructures en Afrique, pour concurrencer les BRICS en Afrique. C'est la décarbonation, hein, la défossilisation de l'économie, n'est-ce pas? Les conséquences, c'est quoi? C'est que tous nos richesses naturelles écosystémiques vont devenir des biens mondiaux. Ça ne nous appartient plus. Du tout. Nous qui devons être en droit de faire payer au reste du monde le fait que Dieu nous a donné ça. Vous voulez bénéficier de ça, vous louez, vous payez. Non, on va d'abord nous arracher ça. Dit que ce sont les biens mondiaux. On épargne gratuitement. Oui, nos fleuves, nos bassins forestiers, tout ça, nos poumons écosystémiques deviennent les biens mondiaux. C'est l'UNESCO qui va gérer ça. Donc, changement climatique. Voilà. Oui, patrimoine mondial. Donc, patrimoine universel. Vous avez, n'est-ce pas, l'affaire climatique où M. Macron ou la France maintenant met dans sa constitution que la France peut entrer en guerre pour le climat. Donc, on crée un colonialisme vert. Oui. Et vous colonisez, on va adapter vos économies à la nouvelle donne mondiale, à savoir la frontière, c'est l'écologie. Comme d'habitude, comme pendant la colonisation, Jocelyn Gosse, on vient avec toute une industrie verte prête. Elle est déjà prête. On vient seulement vous dire, portez ça, portez. Taillez ces mesures, portez. Mais on a parlé de ça quand avec vous. Est-ce qu'on est même d'accord sur les termes du changement climatique? On sait que vous parlez de quoi? Ça a commencé quand? Ça va finir comment? Non. On vient nous imposer ça. Alors on vient nous dire, non, Macron se bat pour les nouveaux droits de tirage spéciaux. Nous on dit fin du franc CFA. C'est-à-dire aussi fin des droits de tirage spécial du FMI. Parce que le FMI, c'est une organisation criminelle. Macron dit non. On fait semblant de repeindre les couleurs du franc CFA. Et puis vous continuez à rester au FMI. Vous remboursez vos dettes. Il a dit dernièrement à Paris. Hein, qu'on n'annule aucune dette. Parce que si vous annulez une dette, vous faites la promotion de la mauvaise gouvernance. C'est ce que Macron a dit. Donc la France va se battre encore pour les droits de tirage spéciaux. Une escroquerie. Alors que nous, on veut la liberté monétaire. Liberté de battre monnaie, liberté de créer la monnaie. Que les BRICS nous offrent comme opportunité en faisant éclater le carcan géopolitique mondial. Macron s'oppose à ça. Mais il se présente en réformateur. Vous voyez, un peu comme De Gaulle. Donc il est en guerre contre la vieille France qui le rattrape.
La nouvelle France-Afrique de Macron, ce sont les LGBT. C'est le gars qui met ses pieds, un ambassadeur. Nous, on veut des changements radicaux. Lui nous envoie comme interlocuteur un ambassadeur chargé de nous, de remplir la tête avec les LGBT. C'est un gosse. Et il nous remplit la tête avec les LGBT. Voilà la nouvelle France-Afrique de Macron. Et il s'appuie donc, lui, contrairement aux autres, lui s'appuie sur des musiciens, des artistes, les footballeurs, le sport. Il a dit clairement, le sport. Il s'appuie sur ces gens-là pour entrer dans vos têtes. Et ce qu'il appelle l'intimité militaire. Donc, les bases militaires doivent partir, pourvu que même vous acceptez l'intimité. Mais c'est encore plus grave. Parce qu'une base militaire, vous faites partie de la base militaire quand vous faites comme on est en train de faire au Niger. Oui. Mais quand c'est l'intimité, c'est-à-dire que vous avez fusionné avec le système militaire français, vous faites la partie comment? Donc, il est plus dangereux. C'est plus grave. Nous devons donc élever la réflexion à ce niveau. Oui, l'Empire est en train de mourir. Son agonie est devant nous. Il agonise là. Il agonise au Niger. Il agonise au Mali. Il agonise au Burkina Faso. Et on voit sa laideur dans son agonie. Il est laid, très laid quand il agonise. Il agonise aussi en Afrique centrale, c'est évident. Mais, faisons attention. Il peut être remplacé par une nouvelle France-Afrique dont Macron est en train de dessiner les contours. Heureusement que nous sommes extrêmement vigilants. Et que nous allons nous assurer que la vieille France-Afrique, en mourant, en agonisant, agonise finalement, quand on coupera sa tête pour l'achever, on s'assurera que la tête de M. Macron et sa nouvelle France-Afrique soient aussi coupées. Telle est, M. Ngoz, notre analyse du thème que vous nous avez présenté cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. J'étais en train de dire comme Thomas Louaka, je connais le Congo. On l'appelle ici au Congo, je connais le Congo. Mais en Afrique, j'aimerais que nous puissions appeler cet homme Banda Kani. Son nom sera actuellement Je connais l'Afrique. Il a de la richesse et il a de la valeur. Il a dit tant de choses tout au long de son interview, de son émission avec ces journalistes que j'ai sali de loin, que j'aime beaucoup et que je suis à plusieurs manières. Le président Bandakani, mesdames et messieurs, il a dit quelque chose qui est très 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 important. Il a dit beaucoup de choses dans son interview. Il y a tant de choses que j'ai déjà soulignées que j'aimerais que nous puissions en paix le visionner ensemble, l'analyser ensemble, afin de comprendre quelles sont les richesses que cet homme a dégagées. Vous savez qu'un président africain qui ne protège plus les intérêts de la France, il devient directement l'ennemi de la France. Un président africain qui ne protège plus les intérêts de la France, il devient directement ou indirectement l'ennemi de la France. Pourquoi? Parce que la France a la tendance toujours de nous imposer les choses. Une fois qu'un président s'élève et il devient contre la France, ce président-là sera directement une cible de la France. J'aimerais nous poser des questions. Est-ce que nous devons toujours avoir peur de la France? Vous savez, la peur est la chose qui empêche une nation de se développer. La peur est la chose qui empêche une nation d'avancer. La peur est la cause et la chose qui empêche une nation de devenir grande. Nous avons besoin de voir un Afrique grand. Nous avons besoin de voir un peuple africain, un grand peuple africain, un peuple africain qui aura peur des personnes. Mais nous puissions seulement le faire si nous avons l'esprit de leadership, l'esprit de la grandeur. Parce que l'Afrique a besoin de personnes comme ce genre de président. À chaque fois un président devient, il n'arrive plus à protéger les intérêts de la France, ce président-là devient directement une malédiction pour la France. Et il y a plusieurs assassinats qui s'est passé ici. En Afrique, il y a tant de présidents africains qui sont morts. Leur mort, les gens qui étaient derrière leur mort, c'était directement la France. Essayez un peu de faire un tour au Congo. Au Congo, vous allez remarquer la mort du président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Après la mort de ce président, nous avons compris que la France était aussi derrière l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je parlerai de Thomas Sankara. Lorsque Thomas Sankara, quand Thomas Sankara, il n'arrive plus à protéger les intérêts de la France, directement Thomas Sankara devient l'ennemi de la France.
Il y a tant même les présidents qui ont réussi à faire les coups d'État, qui ne protègent plus les intérêts de la France. Ces présidents sont actuellement ciblés. Pourquoi? Parce que la France ne trouve plus ses intérêts ici en Afrique. Et j'aimerais que nous puissions regarder actuellement ce qui se passe au monde. J'aimerais que nous puissions voir ce que nous devons donner, laisser, léguer un jour à nos enfants. Nous ne pouvons rien laisser, nous ne pouvons rien donner à nos enfants si nous avons peur de la politique de la France. J'ai suivi une vidéo du président de la République démocratique du Congo, Fachi. Il était en train, dans cette vidéo, je vais vous balancer juste les textes de ces choses que moi j'ai compris. Après avoir eu le temps de s'opposer aux intérêts de la France. Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde de gagnant-gagnant. Pourquoi la France veut toujours hériter les choses et rien nous donner en retour? Pourquoi la France est en train de toujours mettre sa main dans la richesse de la France et en retour, il est en train de nous présenter l'ingratitude? Pourquoi la France veut toujours prendre nos ors, prendre tant d'autres choses du Congo, mais en revanche, il nous donne toujours l'injustice? Pourquoi la France veut toujours diriger l'Afrique? Pourquoi, je me demande, quel est le mariage qu'on a eu à faire avec la France? Ces mariages-là ne terminent pas. C'est quoi? C'était quoi ces mariages? C'est quoi? Quelle est l'alliance qu'on a eu à faire avec la France? Avant la colonisation, vous avez eu le temps à détruire l'Afrique. Et jusqu'à présent, la France est en train de détruire l'Afrique. Pourquoi la France ne veut pas se retirer de l'Afrique? J'étais un jour chez moi à la maison, je me suis dit directement qu'il faut que l'Afrique, les Congos puissent protéger ses présidents. Vous le savez pourquoi? Parce que une fois que le magouille, une fois que les ténèbres des Français est révélé, une fois que tu prends la décision de s'imposer contre la richesse, contre les intérêts de la France, directement tu deviens l'ennemi de la France. Vous savez, mesdames et messieurs, la France ne peut pas vivre sans se pencher en Afrique. L'autre fois, il s'est penché en Europe et actuellement, l'Europe est devenue puissante. Il n'arrive plus à se pencher en Europe. Il partait des fois se pencher en Russie, en Chine. Ces pays-là sont devenus puissants. Et actuellement, depuis avant la colonisation jusqu'à maintenant, la France ne peut pas vivre sans se pencher en France. Et sans se pencher, en Afrique. Et nous, les Africains, il est temps de se lever et de dire non aux dictatures de France, non aux dictatures de la colonie. Parce que le même, quitter la France pour aller s'engager avec la Russie, ça ce n'est plus l'Afrique. Quitter la France pour aller s'engager vers la Chine, nous n'avons pas besoin de se construire derrière la France, nous n'avons pas besoin de se construire derrière la Russie, derrière la Chine ou l'Inde. Nous avons besoin de se construire seul. Parce que à chaque fois, le blanc, la France veut se présenter le main blanche, le main sans tache. La France veut se présenter toujours étant un pays qui n'a pas de tort, un pays qui n'a pas de tâches. Tandis que le cœur, les tueries, les guerres, les rébellions, tout ce qui se passe en Afrique, c'est la France qui est en train d'alimenter ça. La France est en train d'alimenter les terroristes. La France est en train d'alimenter tant d'autres choses, afin de détruire, afin que l'Afrique ne puisse pas s'élever. Parce qu'ils savent une chose, une fois que l'Afrique va s'élever, les choses vont changer. Le pleurs changeront les cas. Et je citerai 5 choses. 5 choses dans l'Afrique, la France n'arrêtera pas de faire en Afrique. Il y a 5 choses que la France n'arrêtera jamais à faire en Afrique. Pourquoi? Parce que la France veut toujours se pencher en Afrique. Et à se penchant en Afrique, la France a 5 visions principales. 5 visions principales. La première vision, la première des choses que la France n'arrêtera jamais à faire en Afrique, la France n'arrêtera jamais son objectif en Afrique. Parce que la France a les objectifs. La France a des choses qu'il est en train de viser. La France rêve toujours que l'Afrique puisse toujours aller mendier, demander, chercher la nourriture,
chercher là où se reposer, chercher à s'attacher avec la puissance de la France. La France n'arrêtera jamais ses objectifs en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours régner. La deuxième des choses, la France n'arrêtera jamais à piller la richesse de l'Afrique. La France n'arrêtera jamais à piller la richesse de l'Afrique parce que d'une manière ou d'une autre, la France veut toujours piller la richesse de l'Afrique. Si la France ne vient pas directement, il viendra indirectement. Et comment venir indirectement? C'est de chercher à s'introduire dans d'autres pays, d'Afrique pour menacer d'autres pays. Donc de semer la confusion en Afrique, de semer les guerres et les disputes en Afrique, afin que la France se présente comme le meneur, le peuple ou quelqu'un qui vient avec la paix. Mais derrière ces choses-là, la France veut toujours amener les désordres pour piller la richesse de l'Afrique. Et la troisième chose, la troisième des choses que la France n'acceptera jamais d'amener en Afrique, c'est la paix. La France déteste de voir la paix en Afrique. La France déteste de voir le peuple africain en train de se réunir. La France déteste de voir l'Afrique est en train de s'élever. La France n'amènera jamais la paix en Afrique. Il peut se présenter comme meneur de la paix, mais derrière la paix là se cachent les guerres, derrière la paix là se cachent les tueries, se cache la rébellion. C'est ce qu'ils veulent amener en Afrique. C'est ça. La France n'amènera jamais la paix en Afrique. Et la quatrième des choses que la France n'amènera jamais en Afrique, la France n'arrêtera jamais d'amener ou d'envoyer les mercenaires en Afrique. Parce qu'il y a tant de présidents que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de célébrer en Afrique. Ce sont les mercenaires que la France nous envoie pour qu'ils puissent toujours diriger l'Afrique, mon Afrique. Et la toute dernière chose que la France n'arrêtera jamais, de diriger l'Afrique. Mentalement, spirituellement, politiquement, économiquement, la France n'arrêtera jamais de diriger l'Afrique. Mais pour que ces choses changent, pour qu'un Afrique puissant s'élève, nous avons besoin, mesdames et messieurs, de voir les gens comme Thomas Sankara, de voir les gens comme Banda Kani, de voir les gens comme Martin Luther King, de voir les gens comme Lumumba, Emeris Patrice Lumumba, de voir les gens comme Nelson Mandela. Mesdames et messieurs, pour que la France s'arrête avec ses magouilles, pour que la France s'arrête avec ces manigances, nous avons besoin de voir les gens comme Alain Foucault, nous avons besoin de voir les gens comme Zaka Mokassa, nous avons besoin de voir les gens qui n'auront pas peur de la France, qui seront là afin de nous dire la vérité pour le changement de mon Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous arrêtons parce que la télé ce n'est pas la radio. Et je crois que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. C'était moi, votre frère, Jacques Nkana. Je fais ma participation. Je donne le pierre afin que l'Afrique puisse se changer. Vous êtes présents dans votre chaîne KTJ News Monde. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette émission pour le changement de l'Afrique. Si tu aimes l'Afrique, tu partageras cette vidéo afin que plusieurs mondes entendent et comprennent les richesses de l'Afrique. Parce que l'Afrique est en train de s'élever. Je vous bénis, je vous salue et que le Seigneur, le Dieu de l'Afrique, vous bénisse. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées.